Une vie, une œuvre, Ariana Efron, 1912 Moscou, 1975 Taroussa. Ariana Sergeyevna Efron a pour parent Sergueï Efron, qui sera fusillé en septembre 1941, et une mère dévorée par la poésie, Marina Tsvetaeva. Elle a une sœur, Irina, et dès l'enfance est brûlée d'une passion absolue pour sa mère. À 10 ans, en exil à Prague, elle voit la naissance d'un petit frère, Mour. Sa mère le lui confie la plus grande partie du temps. Ensuite, la famille part pour la France, et notamment à Vanves. Ariana entreprend des études au Louvre. À 25 ans, écoutant les conseils de son père, elle retourne en URSS. Ce choix sera tragique pour toute la famille. Une effroyable toile d'araignée se tisse, Ariana est condamnée au goulag, son père exécuté, sa mère se suicide. Emprisonnée en 1939, relâchée en 1947, puis envoyée dans un camp de Sibérie, elle écrit et commence un texte de souvenirs sur son enfance. De cette tragédie, Ariana ressort avec un seul trésor, la mémoire et l'œuvre de sa mère. Estelle Gap et Manouchak Fachaï, Une vie, une œuvre, Ariana Efron. J'écris avec rage, c'est ma vie. Toute l'écriture exceptée n'est rien. Être moderne, c'est créer son époque et non la refléter. La vérité des poètes est un sentier qui, à la trace, se recouvre de ronces. Je n'aime pas la vie en tant que telle. Pour moi, elle ne commence à signifier, c'est-à-dire à prendre sens et poids, transfigurer, c'est-à-dire dans l'art. Si l'on m'emmenait par-delà l'océan, au paradis, et que l'on m'empêche d'écrire, je renoncerai à l'océan comme au paradis. La chose en soi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai rien d'autre dans ma vie que le travail, mais finalement, on n'a besoin de rien d'autre. La possibilité de travailler 3 heures de tranquillité par jour. Retirez-moi l'écriture, je ne vivrai plus, tout simplement. Je n'aurai plus envie, je ne pourrai plus. En Russie soviétique, je n'ai survécu que grâce à l'écriture. Toutes ces années à l'étranger, je ne vis que par mon cahier. C'est ma destinée. Travail pour moi et santé pour les miens, en toute sincérité. Je n'ai besoin de rien d'autre. Баюшки, баю. Ariadna Efron dans les labyrinthes de l'histoire. Un documentaire d'Estelle Gap et Manouchak Fachaï. Sous la coupole de la Comédie Française, Sylvia Berger redonne vie à la poétesse russe Marina Tsvetaeva. Le grenier du français se fait métaphore d'un autre grenier, à Moscou, où se joue, il y a tout juste un siècle, le destin d'une famille. Nous sommes en octobre 1917. Un événement bouleverse l'ordre des choses et l'ordre du monde, la révolution russe. Réfugiée sous les toits, au numéro 5 de la rue Boris-Egleb, Marina survit, seule avec ses 2 filles. Ariadna, l'aînée, 5 ans, surnommée Alia, et Irina, la cadette, âgée de quelques mois. Son mari, Sergueï Efron, est parti combattre les bolcheviks dans l'armée blanche. Marina affronte la solitude, le froid et la faim. Elle transmet à Alia une faculté exceptionnelle de résistance et un amour absolu de la poésie. Cette relation mère-fille, exclusive et fusionnelle, Ariadna Efron la portera tout au long de sa vie, à la fois comme un don sublime et une culpabilité infinie. Don inestimable, car l'amour de la littérature l'aidera à affronter les pires épreuves de son existence, vouée à l'exil. Et culpabilité inconsolable, car la littérature ne sauvera pas sa mère d'une fin tragique. Si Marina Tsvetaeva compte aujourd'hui parmi les grands écrivains russes du XXe siècle, à l'égal d'Akhmatova, Mandelstam, Mayakovsky et Pasternak, on le doit au destin et au tempérament hors du commun de sa fille Ariadna, qui après avoir connu la révolution, l'émigration, la guerre, la terreur stalinienne et la déportation, est la seule survivante d'une famille broyée par l'histoire. Sa sœur Irina meurt de faim en 1920. Sa mère Marina se suicide de désespoir en 1941. Son père Sergueï Efron est arrêté, puis fusillé la même année. Son frère Georgi meurt au combat en 1944 à l'âge de 19 ans. Condamnée à 16 ans de goulag, Ariadna reste fidèle à la mémoire des siens. Libérée,
elle renonce à son propre talent d'écriture et consacre les 20 dernières années de sa vie à faire publier l'œuvre de Marina. La fille prodige deviendra le premier éditeur de sa mère. Je n'écris pas de vers. J'ai été dotée des yeux et de l'oreille d'un poète, mais je suis muette. Une fois dans mon enfance, j'ai pris la parole. Mais ensuite, je suis retombée dans le silence. Je ne serai pas poète. Ariana Efron, 36 ans, en exil à Riazagne, juin 1948. Et savez-vous, voici qu'à présent, trop tard comme toujours, j'aime Marina, ma mère, d'un amour qui n'a plus rien de filial. Voici que je la comprends elle-même tout entière, non comme une fille, mais comme une mère, de tout mon être, du dedans, du plus profond de moi-même. Et trop tard, comme toujours. Mais revenons au début de l'histoire. Когда-нибудь, прелестное создание, я стану для тебя воспоминанием. Там, в памяти твоей голубоокой, затерянным так далеко-далеко, забудешь ты мой профиль горбоносый, и лоб в апофеозе папиросы, и вечный смех мой, коим всех морочу. J'aime beaucoup ce poème, c'est un poème magnifique. Il se rapporte à la période précisément où elle vivait dans le haut de la maison. Véronique Losky, dont la particularité était que... traductrice et biographe de Marina Tsvetaeva. Oui, c'est ça, de la fenêtre. Il y avait le petit bureau de Marina et en grimpant sur le bureau, on pouvait ouvrir la fenêtre et on sortait directement sur le grenier de la maison. Et c'est pourquoi elle a appelé cette série de poèmes les poèmes du grenier. Et ça, c'est un poème du grenier qui est dédié à sa fille, que je vous lis en français. Un jour, ô ma gracieuse créature, je deviendrai pour toi un souvenir, perdu dans ta mémoire aux yeux bleus, perdu, enfoui dans le lointain. Tu oublieras mon profil au nez busqué, mon front, de la fumée des cigarettes auréolées, mon rire incessant et pour tous importun, et la centaine à ma laborieuse main de bagues d'argent, notre grenier cabine, de mes papiers la confusion divine, l'amour terrible ou sublimé de malheur, tu étais toi petite et moi jeune. Je traduis beaucoup mieux maintenant, c'est une vieille traduction, ça que je n'aime pas tellement, mais bon, tant pis, il y a trop de rimes et puis il n'y a pas assez de rythme, parce que pour moi le rythme c'est très très important chez Tsvetaeva, plus que la rime en fait, que le contenu y est. C'est 1900, en fait c'est la guerre civile, 1918-1920, immédiatement après la révolution russe. La période est d'autant plus difficile qu'il y a le froid, la famine et l'absence de nouvelles de son mari. Mais pour Tsvetaeva, cette période très difficile, elle est agrémentée, je dirais, par deux choses. Comme toujours, les privations, on peut les supporter quand on a des choses qui sont, disons, transcendantes pour les supporter. Et la première chose, c'est évidemment les amis et la création poétique. Elle écrit, les murs de sa chambre sont couverts de rimes, de morceaux de poèmes, de petites choses qu'elle a peur d'oublier. Alors elle vit un envol poétique extraordinaire, précisément dans cette période de privation, physiquement elle a rien, elle se chauffe évidemment avec les meubles. C'est la première chose qui est le soulagement, c'est la création poétique, la toute première. Et la deuxième, c'est évidemment l'enfant. Parce que l'enfant, elle l'élève avec toute la passion qu'elle peut avoir vis-à-vis de cette chair de ma chair, qui est pour elle sa chose. Mais en plus, elle l'a fait participer absolument à tout ce qu'elle vit elle-même. C'est-à-dire aussi bien les amis, les soirées poétiques, le théâtre. Quand sa mère se produit sur scène, elle est dans les coulisses. Parfois, elle dort sur les manteaux. Parfois, elle discute avec des gens, des poètes, dont elle se rappellera plus tard qu'elle les a rencontrés pendant cette période-là. Et c'est la personne avec qui elle peut partager sa solitude. Et c'est une enfant. C'est un exutoire
pour Tsvetaev qui est énorme. Je dirais aussi grand que la poésie. Dans leur grenier-cabine, la mère et la fille partagent le meilleur et le pire. La petite Ariadna offre à Marina un dévouement proche du sacrifice. Elle se prive de nourriture, balaie la cuisine et fait la vaisselle, afin que sa mère puisse se consacrer à sa vocation, la poésie. L'enfant découvre les joies et la discipline de l'écriture. Mars 1915. Alia a 3 ans. Quand je serai grande, j'aurai mal à l'âme. Alia a 5 ans. Irina, aime ta vie et tâche de pleurer très peu. Aime 2 mots, Ariadna, l'amour et le vent souffle. Oui, les poésies que la petite enfant écrit font partie de l'éducation que Tsvetaev donne à sa fille. En particulier, l'une des obligations de l'enfant, c'était d'écrire son journal intime. Sa mère corrigeait ce qu'elle écrivait pour lui apprendre à bien écrire. Mars 1919. Alia a 7 ans. Je suis un être humain, Marina. Je sais tout ce qui va arriver et tout ce qui est arrivé. L'hiver 1919, la grande famine sévit. À la cantine populaire, Marina n'obtient qu'une ration de soupe pour ses 2 filles. Elle fait le choix de nourrir Ariadna, au détriment d'Irina. Bientôt, Marina se voit contrainte de placer ses 2 filles. Marina, j'adore vous écrire des lettres. Maintenant, à peine j'ai commencé à écrire que ma main s'étend, écrit des mots, des lettres, des lignes. Alia, 7 ans. Moscou, novembre 1919, la veille du départ pour l'orphelinat. Marina, qui êtes-vous? Un poète? L'amour qui séduit tout le monde entier. C'est vous, Marina. Nous sommes tous à la fois vos ennemis et vos amis, le monde entier. Marina, ne pleurez pas. Jouez, riez. Vous enchantez n'importe quel bout de bois, n'importe quelle maison, n'importe quelle pierre du trottoir, n'importe qui. Vous allez venir me voir la veille de Noël. Je vous préparerai des cadeaux. Je vous offrirai solennellement mon âme. Oh, Marina, je vous ferai don de moi. Je vous ferai don de tous les univers. Irai-je à l'orphelinat? Marina, magnétite, mandoline. Comme je vous aime. Vous êtes ma vie. Je vis pour vous. Nourrir son aîné au détriment de la cadette, ça oui. Faire le choix, ça oui. Mais je ne pense pas, si étrange que ça paraisse, je ne pense pas que ce soit monstrueux. Je pense que Tsvetaeva, personnage passionné comme elle est, avait une préférence pour Ariadna, qu'il avait tellement soutenue dans cette période de détresse, que lorsque s'est ouverte cette pension où elle a mis ses 2 petites filles, la deuxième, Irina, ne lui avait rien apporté dans la vie. Et quand elle est allée voir ses filles dans ce pensionnat, elle a trouvé la fille cadette, Irina, qui était nourrie et qui était plus ou moins en bonne santé dans la mesure où on pouvait l'être à cette époque. Tandis que sa fille aînée avait 42 fièvres, elle ne savait pas ce qu'elle avait, et elle n'était pas nourrie et elle n'était pas soignée. Alors elle a attrapé sa fille en croyant perdre son trésor, et elle a laissé l'autre en se disant que l'autre on s'en occupe. Et ce qui est plus, si vous voulez, peut-être pas monstrueux, mais déchirant, c'est que lorsqu'elle apprend la mort de la petite Irina, elle n'a même pas pu aller à l'enterrement parce qu'on ne l'a pas prévenue. Lorsqu'elle apprend la mort d'Irina, elle dit à des amis qu'elle va se laver la tête, qu'elle va venir les voir, qu'elle est contente d'aller chez eux, qu'elle va emmener Ariadna qui maintenant est bien portante. Et Irina, tout à coup elle se rappelle qu'elle est morte. Si tu étais encore en vie, je te nourrirais du matin au soir. Nous mangeons si peu, Alia et moi. Irina, il y a une chose que tu sais, c'est que je ne t'ai pas envoyée à l'orphelinat pour me débarrasser de toi, mais parce qu'on m'avait promis qu'il y avait du riz et du chocolat. Au lieu de quoi, la mort de faim. Et à ce moment-là, elle dit cette phrase qui est très typique pour moi d'un poète, d'un écrivain, d'un créateur. Tant que je ne vous ai pas dit le malheur qui m'est arrivé, Irina, le malheur qui m'est arrivé n'existe pas. Comprends et pardonne-moi, moi qui ai été pour toi une mauvaise mère, qui n'ai pas pu surmonter mon aversion envers ta sombre et incompréhensible nature. Pourquoi es-tu venue sur terre? Connaître la faim,
chanter Aïe Doudou. Et tant que je ne vous disais rien, c'était comme si elle n'était pas morte. La mort d'Irina est pour moi aussi réelle que sa vie. Et ça, c'est déchirant, et ça, c'est vrai. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui enlève le côté monstrueux. C'est cette déchirure terrible que tant qu'on n'a pas mis en mots, la chose n'existe pas. Et c'est tout à fait dans l'esprit des poètes du temps qui fabriquaient leur réalité avec leurs mots. C'était leur grande idée de fabriquer leur biographie de poète. Maïkovski, par exemple, est comme ça. Et Mandelstam aussi. Nous faisons notre être avec nos mots. Elle avait choisi le nom qu'elle a donné à sa fille. Ariadne. Elle a donné, et son père lui en a fait le reproche, son père lui a dit « Mais pourquoi prendre un nom si recherché ?» Probablement, justement dans cette idée du destin tragique, parce que l'amour sous-tend toute la vie, toute la création, et en même temps ne sauve pas. Suivons le fil d'Ariane. En 1922, à la fin de la guerre civile, Marina Tsvetaeva retrouve son mari, Sergueï Efron. La famille prend le chemin de l'émigration et vit 3 ans à Prague. Ariadna a 10 ans. Elle est devenue cette petite fille ordinaire que redoutait tant Marina. C'est à Prague, en 1925, juste avant leur départ pour Paris, que naît un petit garçon, Georgi, surnommé Moore. Il devient la nouvelle merveille de Marina. Mais à Paris, l'enfant grandit et Marina exige toujours plus d'Ariadna, qui doit s'occuper de ce petit garçon énergique afin de permettre à sa mère d'écrire. La famille vit en proche banlieue, Meudon, Clamart, puis Vanves. Alors nous sommes au 65 de la rue Jean-Baptiste Potin à Vanves. Il y a une plaque qui a été posée en 2010 dans le cadre de l'année franco-russe. De juillet 1934 à juillet 1938 a vécu au 2e étage de cette maison la poétesse russe Marina Tsvetaeva, 1892-1941. Chaque fenêtre, un regard, et dans toute, une personne. Le fronton dans la glaise, chaque fenêtre, une icône. Chaque regard, une fenêtre. Et voilà Florent. Vous avez donné rendez-vous ici 65 rue Jean-Baptiste Potin, c'est-à-dire le dernier appartement vanvéen, parisien de Marina Tsvetaeva. Cet immeuble, moi je l'ai vu qu'en photo, c'est la première fois que je le vois pour de vrai. Donc c'est tout à coup l'impression que les êtres prennent chair. Vous vous souvenez de la première impression quand vous êtes arrivé dans cet immeuble? Vous ne saviez pas qu'il était à Marina Tsvetaeva? Ma première impression... Florent Delporte, historien. Ça a été un coup de foudre. Président de l'association Marina Tsvetaeva. Les gens de la mairie m'ont dit que c'était la plus vieille maison de Vanves, qui a priori a été construite au début du 19e siècle. Et ce que j'en sais, c'est que c'était un ancien relais de poste. Et on est à combien de kilomètres de Paris? À vol d'oiseau, on doit être à 3 km. Oui, on est vraiment au pied de Paris. Et comment vous découvrez alors que c'est Marina Tsvetaeva qui habitait là? En rentrant chez moi un jour, je trouve dans ma boîte aux lettres une enveloppe en papier craft, assez intrigué avec un nom russe derrière. En réalité, j'avais déjà trouvé des lettres avec des noms russes, parce que c'est une maison qui a abrité beaucoup de Russes. Donc cette jeune femme russe qui arrivait à Paris avait un projet de faire un reportage sur une certaine Marina Tsvetaeva, grand poète russe. Et elle voulait visiter tous les lieux où elle avait été, Meudon, Clamart et Vanves. Moi, naturellement, en tant qu'historien, j'ai tout de suite accepté de la recevoir et l'histoire a commencé. Marina Tsvetaeva, Vanves, octobre 1934. Chère Anna Antonovna, nous habitons dans une merveilleuse maison en pierre de 200 ans, presque une ruine. Mais j'espère qu'elle tiendra le temps de notre existence. Dans un endroit merveilleux, j'ai une merveilleuse grande chambre avec 2 fenêtres et dans l'une d'elles, un marronnier. Jaune en ce moment, comme un éternel soleil. C'est ma plus grande joie. Bienvenue. Donc il faut vous imaginer
que vous aviez un petit couloir assez étroit. L'entrée donnait sur donc 3 directions. La première direction, le salon, la pièce à vivre, et aussi là où les enfants dormaient. Ariadna, qui a vécu ici un petit peu, et naturellement le petit garçon, Georgi, Moore. Et lorsque vous allez vers la droite, vous allez vers la pièce la plus importante, le cabinet de travail de Marina. Ma mère appuyait son front sur la paume de sa main, fourrait ses doigts dans ses cheveux et se concentrait sur le chant. Et Marina avait sa table de travail juste devant cette fenêtre. Elle devenait sourde et aveugle à tout ce qui n'était pas son manuscrit. Elle savait soumettre à son travail n'importe quelle circonstance. Marina aimait écrire n'importe laquelle. En regardant ce paysage assez bucolique. C'est dans cet appartement où la relation mère-fille va commencer à prendre un tour difficile. Les relations vont se tendre entre Marina et Ariadna. C'est pas évident de vivre dans la famille de Tsvetaeva Efron. Le père est un personnage complexe. Quant à Marina, c'est difficile de vivre avec un génie, tout simplement. À mesure que je grandissais, Marina devenait avec moi toujours plus despotique. Elle s'irritait de mon indépendance croissante. C'est elle qui était toujours formellement responsable de nos accrochages, mais en réalité, c'est moi qui lui résistais avec fureur. Elle m'aimait toujours. C'était toujours un amour violent et héroïque. Son amour qui donnait tout exigeait en retour un culte absolu, sans écart, sans compromis. Il m'a fallu beaucoup souffrir pour que me vienne cette énorme puissance d'amour qui lui est désormais inutile et qui me consume vainement. En réalité, durant toute ma vie, je n'ai eu qu'un seul amour, elle. Il y a pu y avoir des éclipses, des replis, ma propre sottise, ma jeunesse. Je n'ai pas aimé ainsi ni mon père, ni mon frère, ni mon époux. Et d'enfant, je n'en avais pas et n'en aurais pas. Quant à elle, elle n'a cessé de m'aimer. À Paris, les choses ont dégringolé simplement, comme vous dites. Véronique Leski. En citant le père, en citant également la mère, qui ne retrouve plus cette merveille qu'elle avait, Ariadne. Elle n'est plus du tout dans la confidence de sa mère. Elle a, vis-à-vis de sa mère, un besoin de se protéger, de protéger son moi, qui fait qu'elle oppose à sa mère une inertie insupportable. C'est comme ça que Tsvetaeva ne s'est pas rendu compte du tout du fait que Ariadna était partie sur la piste de son père. Et quand sa fille lui a dit qu'elle voulait partir en URSS, elle n'a pas vu que sa fille cherchait sa voie en URSS. Elle a vu simplement que sa fille ne réussissait rien ou ne finissait rien parce qu'elle n'allait pas au bout de ce qu'elle avait envie de faire. Elle est allée à l'école du Louvre, elle a commencé, elle n'a pas fini. Elle a fait du secrétariat ici ou là, elle n'a pas fini. Elle avait aucun avenir. Et que Tsvetaeva pensait qu'elle cherchait son avenir dans ce pays nouveau, etc. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y avait déjà une allégeance soviétique dont on ne sait encore rien, et que l'on saura peut-être un peu plus tard, parce que les archives n'ont pas tout dit. Marina Tsvetaeva, Vanves, avril 1935. Chère Natacha, ma fille a quitté la maison. La cohabitation était devenue depuis longtemps déjà insupportable. Tout était opposition. La voir telle qu'elle était devenue, je ne pouvais pas. Ma fille. Alors j'ai préféré ne plus la voir du tout. Je n'aurais jamais franchi ce pas définitif, mais il s'est fait de lui-même, en dehors de moi. Il y a une chose que je sais. Jamais plus je ne vivrai avec elle. À la maison, j'ai été par elle piétinée des années durant. Et j'ai enduré de sa part des choses telles que même le fait d'y repenser est atroce. Elle plaît à tous. Qu'elle parte vivre avec eux tous. Elle n'a pas besoin de moi. Maintenant, je n'ai même plus d'amertume. C'est vide. Ariadna Efron. À partir du milieu de l'année 1935, je me suis mise à préparer petit à petit mon départ. Maman y était opposée. Je me livrais avec passion à une activité sociale, j'écrivais des articles, je travaillais beaucoup. Je comblais mon père de joie. Beaucoup de gens m'accompagnèrent à la gare. Maman portait une blouse et un béret que je lui avais tricoté. Elle m'embrassa et lentement fit 3 fois sur moi le signe de croix en me regardant de ses yeux myopes et clairs. Elle me mit dans la main un billet que j'ai perdu.
Il y était écrit que l'être humain est partout et toujours ce qu'il y a de plus important. Je te bénis et t'embrasse. Je suis partie le 15 mars 1937. La France que j'aime beaucoup n'était pas pour moi cette patrie-là et ne pouvait pas l'être. Et dans les minutes, les jours, les années, les pires, je n'ai jamais regretté de l'avoir quittée. À Paris, dès 1925, Sergueï Effron milite au sein d'un mouvement appelé Eurasie. Il s'engage de plus en plus pour la nouvelle Russie soviétique. Ici, lorsqu'il est à Paris, Effron n'arrive pas à s'intégrer. Il n'est qu'avec des Russes, qui d'ailleurs énerve parfois Marina, parce qu'il est avec des Russes qui eux-mêmes partagent ses opinions politiques. On discute de la Grande Russie, on discute du destin de la Russie, qu'il voit comme un destin remarquable. C'est ça le mouvement eurasien. Ce mouvement eurasien, est-ce que c'était pas aussi une façon de chercher une troisième voie entre la Russie bolchevique et la Russie tsariste? Exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est toute la tragédie de ces gens qui sont des idéalistes, qui ne comprennent strictement pas ce qui arrive en ce moment en URSS, qui rêvent, ici, très loin. La révolution russe est une révolution saluée par l'intelligentsia, par les intellectuels russes. Les grands poètes, les grands écrivains, les grands penseurs russes considèrent que la Russie est à bout de souffle avec le tsarisme. Et que quelque part, ils veulent que la Russie se régénère. C'est Dostoïevski, par exemple, qui dit voilà, il faut vraiment revenir au peuple. Et il y a toute une démarche chez les Eurasiens, une partie des Eurasiens seulement, qui va aboutir à la réconciliation, en tout cas idéologique, avec le communisme et avec donc l'idéologie stalinienne. C'est-à-dire de dire, en réalité, les Eurasiens se disent, quelque part, la révolution bolchevique a apporté du mieux. C'est une période de rupture. Et il faut accepter cette période. Et petit à petit, bien sûr, la Russie va se reconstituer. Dans la progression d'Effron, donc Effron, petit à petit, se rend compte que le communisme et que l'URSS, le système soviétique, est non pas une alternative, mais doit être accepté comme une phase de transition. C'est vraiment de tout casser pour, effectivement, régénérer le monde. Lui décide véritablement de faire le choix de l'URSS. Et pour Marina, c'est une catastrophe. C'est l'enfer. Le mot de l'énigme, c'est que Sergueï brûle de partir en Russie. Il veut être un homme nouveau. Et il me tire, mais moi je ne veux pas. Je ne peux pas. Moi, le monde nouveau, dans toutes ses manifestations, je le déteste. Un nouveau pays, à moi, étranger, dans lequel je mourrais sur le champ, seul, contre 160 millions. Là-bas, je perdrai Moore radicalement et à tout jamais. Alia, je l'ai déjà perdu. Je suis absolument seule. Or, l'écriture, c'est ma fonction, une fonction qui est en moi, comme la respiration. C'est là que je suis heureuse et tranquille. Là, à cet endroit du papier. Lieu de conflit, l'appartement de Vanves devient le lieu du drame. 6 mois après le départ d'Ariadna, Sergueï Effron est impliqué dans une sombre affaire d'assassinat politique. Le 4 septembre 1937, un agent de renseignement de l'armée rouge, Ignace Reiss, est tué près de Lausanne, en Suisse. Le nom d'Effron apparaît parmi les organisateurs de l'opération, en tant qu'agent secret au service du NKVD. Pour échapper à l'enquête, Effron est exfiltré, rapatrié en URSS clandestinement. Marina Tsvetaeva reste seule à Paris avec son fils Moore. Bientôt, elle est interrogée par la police française. Mon mari avait été officier dans l'armée blanche, mais depuis notre arrivée en France en 1926, ses idées avaient évolué. Déposition de Marina Tsvetaeva à la préfecture de police de Paris, octobre 1937. Il a été rédacteur du journal Eurasie qui paraissait à Paris. Personnellement, je ne m'occupe pas de politique, mais il me semble que depuis 2 ou 3 ans, mon mari s'était rallié au régime russe actuel. Mon mari et moi n'avons nullement commenté l'affaire Reiss autrement qu'avec indignation. Tous deux réprouvions tout acte de violence de quelque côté qu'il vienne. Mon mari s'absentait de temps en temps pendant plusieurs jours, mais il ne me disait jamais où il se rendait et ce qu'il allait faire. Je ne saurais donc vous dire le lieu de ses déplacements. Plus tard, Marina Tsvetaeva ajoutera « Sa confiance en moi a pu être trompée. La mienne envers lui, jamais. » Le problème, c'est qu'au même moment, à Moscou, le NKVD change de directeur et on arrive avec une nouvelle direction qui est complètement paranoïaque. C'est-à-dire que pour ces gens-là, toute personne de l'extérieur est un ennemi de l'intérieur potentiel.
Et malheureusement pour Efron, il arrive aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est terrifiant et c'est ça qui est difficile à comprendre. En URSS, Efron est un ennemi. Alors qu'il a milité, alors qu'il a mis sa vie en danger pour l'URSS, alors qu'il a pris des risques et qu'il a été agent du NKVD. Lorsqu'il revient en URSS, en réalité, lui, il croit avoir fait son devoir, il croit avoir aidé le régime et il est considéré comme un traître. Parce que déjà être émigré, c'est être un traître. On rentre dans cette espèce de paranoïa du système où toute personne qui a été à l'étranger est suspecte. Et lui, alors qu'il est agent du NKVD, il va être accusé d'être un agent double, alors qu'il a été exfiltré au nez à la barbe de la police française. Sergueï Efron a conscience qu'il précipite tout le destin de sa famille dans la tragédie. Ariana est rentrée quelques mois avant lui à Moscou. Elle va être arrêtée, condamnée à 16 ans de goulag. Lui-même rentre en octobre, donc suite à l'affaire Reiss. Marina, effectivement, rentre en 1939. Elle se suicide. Le petit Mour va errer seul, puis mourir au front en 1944. Sergueï Efron n'a pas vu venir tout ça. Il se rend pas compte qu'il précipite toute sa famille dans le drame. Moi, je pense qu'ils ne comprennent pas le système. Il y a un côté naïf chez Efron. Le problème, c'est que Efron, lui, se dit « Mais moi, quelque part, je fais partie. Je suis d'accord avec eux. Je veux bien. » Et c'est là où il n'a pas compris le système. Et c'est là où et qui le comprendrait d'ailleurs. Des destins sont croisés, des destins inimaginables. Marina, Efron, Ariadna, beaucoup d'autres. Irina Emelianova, amie intime d'Ariana Efron, belle-fille de Boris Pasternak. Ariadna, c'est un prénom tragique, symbolique, oui. Tragique. Il a été jeté dans les caves de Minotaure. Mais elle avait quand même les fils. Les fils d'Ariadna. Quand même, elle était seule qui a survécu de cette famille. Oui. C'est le seul qui restait en vie. Pendant 20 ans, de 1955 à 1975, une relation presque maternelle se tisse entre les deux femmes, qui se fréquentent à Moscou, dans l'appartement d'Olga Invinskaya, la mère d'Irina et grand amour de Boris Pasternak. Et quelle année? 37. Autour d'elle, autour de lui, les gens étaient arrêtés par d'autres. Les procès, ces horribles procès, vous savez. Bien sûr, c'était une grande surveillance, les terreurs rouges sanglantes. Vous savez, c'est une nuit horrible quand les gens attendaient le bruit des voitures dessous de leurs fenêtres. Répatriés surtout. Ça concerne le destin des répatriés, les gens répatriés. Quand ils sont rentrés en URSS, après peut-être quelques échecs qu'ils ont commis, comme vous savez l'histoire d'assassinat de Reiss. Et Efron, il était caché parce que la police française a ouvert le dossier. Et dans le pays natal, chez eux, il était dangereux. Il savait trop, il était absolument inutile. Voilà, il savait tous les fils, les toiles d'araignée. Il savait les fils d'espionnage et bien sûr, il était condamné. Pas tout de suite. C'est la tragédie. On sait que Ariana, dans les années 30, s'éloigne de sa mère, Marina Tsvetaeva, et se rapproche beaucoup de son père. On sait que c'est son père, elle partage avec son père cette envie de retourner en URSS. Mais pourquoi c'est la première à se faire arrêter, le 27 août 1939? Les tactiques pour arrêter Sergueï Efron ont dû avoir les bases. Et voilà, on l'a battu, je parle d'Ariadne, et dans un mois, elle a signé le protocole qui, lui, son père et elle sont agents des services français secrets. Voilà. Et à la base des dossiers de ces protocoles, Efron sera arrêté. Bien sûr. Elle n'a jamais raconté en détail, bien sûr, mais quand elle a écrit, vous avez lu dans sa correspondance, ces lettres pour réhabilitation. Elle décrit là-bas que j'étais battue, j'ai passé dans le cave gelé, on m'a torturée par insomnie, on ne donnait pas. Mais qui peut
qui pourrait la juger. Vous savez, c'est qui pourrait supporter les rats de Orwell. Comprenez? Arrêtée en 1939, Ariadna et son père sont jugés coupables de contre-espionnage. Sergueï Effron sera exécuté en 1941, mais Ariadna ne l'apprendra qu'en 1953. Condamnée à 8 ans de camp, puis à la relégation à vie en Sibérie, Ariadna écrira quelques années plus tard à son ami Boris Pasternak. Mon cher Boris, la foule des besognes laborieuses et des petits soucis ne parvient pas à me libérer d'un sentiment de faute et de responsabilité qui ne fait que s'aggraver. C'était la favorite méthode, faire chantage par le sort de leurs enfants, leurs parents. Cher Boris, tu m'es cher depuis longtemps et pour toujours, autant que maman et Sergueï, mais le sentiment que j'éprouve pour toi est sans amertume, alors que j'ai commis à leur égard des fautes nombreuses et irréparables. Les enfants sont toujours mauvais, et c'est leur châtiment de s'en rendre compte toujours trop tard. Tant que tu vis, que tu respires et que tu écris, je ne me sens pas orpheline. À travers les regrets d'Ariadna, une question se pose. À Paris, a-t-elle été, comme son père, un agent du NKVD, sous couvert de l'Union pour le rapatriement rue de Bussy? Si oui, l'est-elle toujours à Moscou entre 1937 et 1939? Agent, si je soupçonnais quelque chose, j'aurais trouvé quelque chose, je n'ai pas trouvé. Je sais qu'elle a été arrêtée. Véronique Losky. Je sais quel a été son comportement dans les tortures à plusieurs étapes, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté. Par exemple, elle a rencontré quelqu'un à qui elle a dit, il lui a dit, est-ce que tu as donné mon nom sous la torture? Et elle lui a répondu, tu sais, des gens comme toi, j'en aurais vendu 10 si je pouvais avoir sauvé mon père comme ça. Elle, à mon avis, elle était influencée par son père, beaucoup. Et on ne peut pas dire qu'elle était agent, elle était, si on utilise le mot d'aujourd'hui, elle était agence d'influence. Elle a s'occupé de la propagande, c'est vrai, dans l'union de la retour à sa patrie. Vous connaissez le Debussy, numéro 12. Cette grande chambre, c'est l'ambassade soviétique qui a payé location, bien sûr. Il y avait des spectacles, des pirachki, l'ambiance soit bien à l'aise, les émigrés russes, blancs même. Et c'était le nid de recrutement là-bas. Elle organisait le spectacle en russe. Elle aimait toujours faire ça, elle a joué le rôle principal. Salle de cinéma, dans ce centre, il y avait la place bibliothèque. Et 3 journaux, 2 en français et 1 en russe. Et elle, qui fait beaucoup des articles de propagande, bien sûr, pour influencer les gens. C'est comme Charmeur des rats. C'est le grand poème de sa mère. C'est elle qui a fait l'illustration. Parce qu'elle a terminé l'école des beaux-arts, de graphique et de l'illustration du livre à Louvre. Ah, c'est l'illustration pour Charmeur de rats. Ah oui, c'est magnifique, c'est les magnifique. C'est bosquienne, n'est-ce pas? C'est comme le trait de haie, ça. Et ces portraits de sa mère, de son frère, c'est un style un peu de Léonard de Vinci, parce que c'était Louvre, on a fait des leçons pareilles. Parce qu'Ariadne était une personne extrêmement passionnée, extrêmement douée. Elle a un coup de plume et de dessin magnifique. Elle écrivait des lettres extraordinaires. Elle disait elle-même qu'il ne pouvait pas y avoir 2 poètes dans une seule famille. Mais elle aurait probablement eu un destin de poète et d'écrivain si elle n'avait pas été déchirée comme elle l'a été par l'époque. Parce qu'elle a payé pour sa mère. Elle a payé parce que sa mère était poète, parce que sa mère s'était exilée. Elle a payé pour tout ça. Elle a été torturée, elle a rencontré quelqu'un qu'elle aimait et que je crois savoir qu'elle était enceinte de cet homme et qu'elle a perdu l'enfant dans la prison où elle était arrêtée. Elle a été réarrêtée une 2e fois pour la même peine après qu'elle l'ait finie. Elle a vraiment eu toutes les souffrances auxquelles avaient droit les gens qui ont eu les destins les plus tragiques du XXe siècle. Déportée en Sibérie, Ariadna y restera 6 ans avant d'être libérée. À Touroukansk, au bord du cercle polaire,
Elle survit grâce au soutien de son ami, l'écrivain Boris Pasternak, qui fut le grand amour épistolaire de Marina Tsvetaeva. Inconsolable de la mort de Marina, Pasternak se fait un devoir de soulager le quotidien d'Ariadna. Mon infiniment cher, excuse mes difficultés, mon affreuse incapacité à exprimer ce que je sens, pense et sais. Mais toi qui comprends la langue du vent, de la pluie et de l'herbe, tu me comprendras. J'aime tes vers follement, infiniment, depuis mon enfance. Et je les aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Avec toute la passion du premier amour, avec toute la passion du dernier amour, avec toutes les passions de tous les amours. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Ariadna Efron? Oui, bien sûr, parce que nous l'avons entendu. Le jour et l'heure était fixé. C'est Pasternak qui nous a annoncé son arrivée. Il nous a prévenus, comme vous êtes au courant. Il a dit c'est une femme extraordinaire qui possède le don merveilleux, talent d'écrivain, mais elle est soviétique, Pasternak. Pour lui, elle est toujours martyr, elle n'a jamais jugé ses principes, ses convictions. Il a dit, c'était très bien dit, il a dit, il ne faut pas tenter comprendre ses principes, il ne reste que pleurer. Et Efron, Pasternak parlait de lui aussi, pauvre Sergei Yakovlevitch. Vous savez, c'est le vertige, c'est le vertige. Ariadna Efron, 37 ans, Touroukansk, Sibérie, juillet 1949. Mes chères Lilia et Zina, je vous écris du bateau qui me conduit dans le district de Touroukansk où l'on nous envoie, moi et beaucoup d'autres comme moi, en déportation à vie. C'est un trajet de 1500 km en direction du nord sur Lienisiei. Dans le lieu en question, ni le travail ni le gîte ne sont assurés. On s'arrange comme on veut. Les solutions les plus accessibles sont l'abattage forestier, le flottage et par-ci par-là les kolkhozes. Durant ces dernières années, je ne m'étais encore jamais trouvée dans des conditions aussi pénibles que celles où je suis à présent, bien qu'il m'ait fallu endurer pas mal d'épreuves. En hiver, ici, il gèle jusqu'à moins 60 degrés. Les vents soufflent fort. La mer de Kara est proche. Tout cela ne serait rien si je ne devais vivre cette existence pitoyable à perpétuité. Le mot sonne déjà d'une façon terrible. Allez, voilà. Alors ça, ce sont les aquarelles qu'Ariadna Efron faisait sur les bords de la rivière à Touroukansk, en Sibérie, lorsqu'elle était en relégation à vie, dans la deuxième partie de sa condamnation. C'est à l'intérieur de leur maisonnette, qui se situe au bord de l'Inissie. On prépare le mauvais temps pour tout le monde. J'habite la cuisine, on prépare le mauvais temps. Surtout les vents, décrit dans cette lettre glaciale. Je ressemble tout à fait à ces roses qui portaient l'eau autrefois, laborieuse, triste et aussi efflanquée qu'un squelette d'anatomie. Mais mes yeux, selon une vieille habitude, aspirent jusqu'au fond de l'être par-delà la maison. La sublime beauté de la Sibérie à nul autre pareil. Touroukansk, mais l'hiver, dis-moi l'hiver sérieux. Il n'a pas raconté souvent, mais au début, il racontait. Leur arrivée, le petit fonctionnaire lui a déclaré: vous n'avez pas le droit ni travailler, ni habiter, ni louer l'appartement dans ce village. Vous avez 3 jours pour vous débrouiller. Elle a écrit: il n'avait pas la porte dans laquelle je n'ai pas frappé. Ariadna Efron, Touroukansk, Sibérie, juin 1950. Mon cher Boris, un grand merci pour tes envois. J'ai tout reçu. Grâce à toi, j'ai pu prendre un autre logement. C'est une minuscule maisonnette juste au bord de l'Ienisiei. La vue est superbe. Pour le moment, je suis simplement heureuse de pouvoir vivre sans voisins, ni autres mouchards du même genre.
Mais par hasard, dans l'école, on lui a donné l'emploi de balayer qui enlève les choses sales. Mars 1951. Je ne puis absolument pas prendre racine dans cette glace, dans cette neige. Je ne comprendrai jamais moi-même ce qui m'est arrivé. Chaque jour, chaque minute, j'appelle à l'aide un miracle qui me ramène dans le monde des vivants. Donc vous rencontrez Ariadna Efron en 1955, à son retour de Touroukansk, d'exil où elle avait été condamnée à l'exil à vie. Et puis finalement, après la mort de Staline en 1953, elle est réhabilitée comme de nombreux détenus. Plus tard, pas tout de suite. Et c'est 55, après Staline, on a passé 2 années. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vue? Oui, parce que j'étais... Irina Emelianova. L'avons entendue, bien sûr. Elle avait, à mon avis, très belle, avec les yeux profonds, vous savez, de couleur de lac. Et ce statut qui m'a impressionné. Malgré tous ces travaux de galère, elle s'est tenue très droit. Le dos était très droit. La tête toujours en arrière, comme ça. Voilà. Elle fumait beaucoup. Presque jusqu'à sa mort, elle a fumé. Elle n'a pas refusé de ça. Et leur geste, c'est très important, leur geste. Quand elle a pris papyrus, ce n'est pas cigarette à l'époque, elle a protégé le feu comme dans la forêt, comme dans le steppe, pas comme dans la chambre. Voilà, j'étais impressionnée par ce geste. Elle a très vite vieilli, vous savez, et très tôt. Mais quand elle est rentrée, elle a visité le médecin à Moscou et le médecin lui a dit que vous avez le cœur d'une femme 80 ans. Et elle avait 43. Le cœur est fatigué, absolument fatigué. J'ai cherché et je voulais justement vous montrer. Alors ça, par exemple, ça c'est une photo de Caen. Vous voyez, on voit que le visage est prouvé par les privations dans les camps. Mais ensuite... Véronique Losky. Je crois que la photo la plus proche de la période que je connais, c'est celle-là, il me semble. Voilà. C'est magnifique. Elle est belle, cette photo. Mais moi, quand je l'ai rencontrée, elle n'était plus aussi belle. Le choc de la rencontre... le choc est vraiment très grand. Je ne m'attendais pas à ce physique. D'abord, elle avait les cheveux qui étaient complètement blancs. Ariadne fumait énormément. Et puis, elle était beaucoup plus lourde. Là, elle a encore un visage harmonieux. Oui, elle a encore une grâce. Une certaine grâce. Et alors, ce qui n'était pas joli dans son visage, quand elle était jeune, c'est les yeux extrêmement proéminents. Et dans l'âge... âgé, dans l'âge avancé, les yeux proéminents l'étaient encore plus. Et puis alors, quand elle bougeait dans son appartement, on voyait qu'elle était lourde. Elle portait sur son visage et sur son physique le poids de ce qu'elle avait vécu. Ce n'était pas la petite fille conte de fées aux yeux bleus pour moi. C'était une dame toute puissante. C'était avant tout l'éditeur des œuvres de sa mère. Dans le côté archive, pour moi, Ariane était évidemment le détenteur d'un énorme pouvoir. J'avais très peur d'entrer dans cet univers, parce que je savais que les archives étaient au secret, ou qu'elles allaient être mises au secret, et que elle ne me laisserait regarder, voir et lire que ce qu'elle déciderait de me laisser faire. Et je me suis soumise à ce pouvoir tout de suite. Je n'ai pas pu travailler pendant très longtemps parce que j'étais subjuguée par Ariadne. Je me suis... comment dire ? Oui, je me suis inclinée devant la souffrance de cette femme. En 50 ans, Véronique Losky a bientôt traduit la totalité de l'œuvre poétique de Marina Tsvetaeva. De ce long compagnonnage, elle retient de Marina cette leçon de discipline et de modestie. Il faut aller au bout de sa vocation. Ce dévouement est aussi celui qu'Ariadna Efron consacre à la mémoire de sa mère, tout au long de son exil,
depuis le premier jour où elle apprend sa mort, 1 an après le suicide de Marina Tsvetaeva en 1941. Mes chères Lilia et Zina, j'ai reçu hier votre lettre qui m'apprenait la mort de maman. C'est la première douleur, le premier chagrin de ma vie. Le reste est sans importance. Camp de Rakpas, cercle polaire, juillet 1942. Tout peut se réparer sauf la mort. Je m'occuperai de tout ce qui concerne son héritage littéraire et je suis seule à pouvoir m'en occuper. Très bientôt, elle prendra sa place, une grande place, dans la littérature soviétique, dans la littérature russe. Et je dois contribuer à cela parce qu'il n'y a personne au monde qui la connaissait mieux que moi. Touroukansk, Sibérie, mai 1950. J'ai pris la décision d'écrire à Staline au sujet de maman, car en 1951, il y aura 10 ans qu'elle est morte. J'aimerais beaucoup que soit publié chez nous ne serait-ce qu'un petit livre des meilleurs poèmes de maman, car chez chaque poète véritable, on peut trouver quelque chose qui soit à l'unisson de son époque. J'ai dans l'idée que seul Staline peut résoudre cela. Je sais combien il est attentif à ces questions. En 1955, 2 ans après la mort de Staline, Ariadna est libérée, réhabilitée. Jusqu'à sa mort en 1975, elle rassemble les poèmes de sa mère et lutte contre la censure pour les faire éditer. En 1961, un premier ouvrage est enfin publié. Je suis très superstitieuse pour tout ce qui touche au manuscrit. À Boris Pasternak, de retour à Moscou, après sa réhabilitation, août 1955. Je couve ceux de maman comme une poule couve ses œufs. Je ne les montre à personne de crainte de les perdre, de me les faire chipper ou de leur attirer malchance. En ce moment, je classe les vers de maman. Alors, à cette époque, entre 1955 et 1975, vous fréquentez Ariadna. Donc, elle travaille beaucoup. Elle travaille pour faire éditer l'œuvre de sa mère. Elle travaille aussi pour faire réhabiliter son père. Elle fait des démarches auprès des juges. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que Sergueï Efron a été officiellement réhabilité? Oui. Dans le 55, il était réhabilité. Il écrit dans une de ses lettres qu'il a reçu, comment dire, le protocole, le petit, qu'il était réhabilité. C'est l'idole, je ne sais pas. C'est l'idole. Depuis l'enfance, Ariadna admire son père, qui fut à la fois l'absent et l'idole. Adulte, elle ne se pardonnera jamais d'avoir signé les faux aveux qui l'ont condamnée à mort. À l'âge de 6 ans, elle lui écrivait « Cher papa, je vous garderai dans ma mémoire infiniment longtemps. Il y a au-dessus de moi tout un abîme de mémoire. J'aime beaucoup le mot abîme. Il me semble qu'il existe des gens qui vivent au-dessus de l'abîme et ne meurent pas dans la tempête. » Et parallèlement, c'était un travail énorme parce que l'archive, vous savez, c'est un coffre, pas grand coffre, il y a des photos de ce coffre. On peut dire qu'elle a consacré sa vie à cette grande but, recueillir, chercher les lettres, les brouillons, les poèmes inédits de sa mère. Mais elle a réussi quand même, elle a trouvé beaucoup. Et il y a des photos de ce coffre. Je l'ai vu, c'est le coffre sacré. Sa fin était longue, dure. On a chauffé ces dernières années. Moi et cercle de mes amis qui étaient très jeunes, ils nous appelaient mes enfants. Moi, mon petit, les autres mes enfants. Дети. On a donné à elle la chaleur humaine. Pas tout à fait les dernières, 2-3 dernières années. Et mon cercle des amis, mais très sympathique, voilà, on l'a entouré par la chaleur. Elle savait faire de bonnes cuisines, de plus. Voilà, comme elle a dit, je vivais la vie des autres. Elle a donné beaucoup de leçons de morale à moi. Et elle m'a écrit dans le camp pour m'encourager. C'est mars 61, nous étions en Sibérie. Et pour nous donner une chaleur de main, pour encourager mon cher petit. Habituellement, elle m'a nommé mon petit, mais ici, mon cher petit, parce que j'étais dans le camp. C'était l'hiver de plus. Et elle a connu bien que c'était l'hiver du Nord. C'est pas l'hiver, même en Moldavie ou Russie centrale. Elle m'a dit que petit, voilà,
Le principal, c'est que je suis persuadée que tout ira bien. Toujours après un passage difficile, survient une période plus agréable, car la vie est un animal arrêt. Car la vie est un animal arrêt, comme le zèbre. Voilà. C'est formidable ça, cher petit, tu vois. Non seulement tu regardes, mais tu vois le ciel, les étoiles, la nature. Ce sont des choses qui aident toujours dans le malheur, et qui sont parfois meilleures que les gens. Elles caressent l'âme, elles ne vous font pas de mal, elles apaisent les malheurs anciens et présents, elles vous anesthésient, pas vrai? Elles sont authentiques, et contrairement aux gens, elles ne vous font pas d'infidélité, elles, car elles sont fidèles à elles-mêmes. J'ai de la chance de ma vie les rencontrer. Parce que comme Pasternak écrit dans son livre « Sauf-conduite », nous tous, nous sommes devenus les hommes au mesure que nous avons aimé les gens et nous étions aimés par les gens. Et voilà l'occasion que j'aimais bien Ariadna. Et c'est réciproque, c'est mon occasion. Tout au long de sa vie, Ariadna se fait un devoir de tenir 2 promesses. Faire revivre Marina Tsvetaeva à travers son œuvre, réparer l'honneur de son père. En 1975, Ariadna s'éteint, emportant avec elle son mystère. Avec un père engagé du mauvais côté de l'histoire, avec une mère au talent censuré, et malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées, Ariadna restera fidèle à ses convictions pro-soviétiques jusqu'à son dernier souffle. Mon cher Boris, et malgré tout, il m'aura été donné de vivre beaucoup de choses. J'en remercie le destin, Dieu et les hommes. Il m'aura été donné de te rencontrer. J'aurais pu lire ton roman, Le Docteur Jivago. Tout cela est proprement miraculeux. Oh, Borinka, c'est que tous, nous sommes des êtres mesquins. Car l'important, c'est que l'œuvre soit écrite. C'est bien évidemment là que réside le miracle. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que ce que vous avez écrit, maman et toi, parvienne aux générations futures. Il faut aujourd'hui payer d'un grand prix le droit de vivre dans l'avenir, de vivre dans l'éternité. Je t'embrasse fort. Porte-toi bien. Ton Alia. C'était Ariadna Efron dans les labyrinthes de l'histoire, avec Véronique Losky, Irina Emelianova, Florent Delporte. Un grand merci à Sabine Noroy, Alexandra Svinina, Daniel Salk, Yulia Dorina et Karim Oufaïd. Documentation, Maria Contreras. Prise de son, Marcos Darras et Valérie Lavalard. Mixage, Bernard Laniel. Attaché de production, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire d'Estelle Gap et Manouchak Fachahi.